Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Plateau de la semaine. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. 50e anniversaire de la Commission africaine de l'aviation civile CAFAC et 20e anniversaire de la décision de Yamoussoukro. Les responsables de l'aviation civile africaine se sont retrouvés les 13 et 14 novembre dernier à Dakar, au Sénégal, pour célébrer ces deux événements qui constituent le fondement de la coopération entre les pays africains en matière de transport aérien. De quoi s'agit-il concrètement? Qu'est-ce que la Commission africaine de l'aviation civile et la décision de Yamoussoukro? Quel impact réel sur le développement de l'aviation civile sur le continent? Nous n'oublierons également pas qu'en janvier 2018, le chef de l'État togolais, Faure Essozimna Gnazingbe, a été désigné responsable de la coordination de la mise en œuvre du marché unique du transport aérien MUTA. Nous ferons aussi le point de cette mission confiée au président de la République. Pour ce faire, nous recevons cette mi-journée le colonel Lata Nyamon, pilote de ligne, directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la société aéroportuaire de Lomé-Tokoin. Bonjour monsieur le DG. Oui, bonjour madame. Et merci d'être là. Je vous en prie. Voilà. Et comment se porte aujourd'hui le transport aérien africain? Je dirais qu'il se porte bien. Seulement c'est le taux de croissance qu'il faudrait revoir. Puisque l'OACI, qui est l'Organisation de l'aviation civile internationale, estime, surtout après les statistiques, que le transport aérien en Afrique représente 4,5%, c'est peu. Quand on voit tout le continent, 4,5%, non. Quelque chose doit se faire. Voilà. Sinon, globalement, il se porte bien, surtout le transport aérien togolais. Voilà. Alors, et la Commission africaine de l'aviation civile, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'elle est née? Comment évolue-t-elle? Et qui la compose? Voilà, la Commission africaine de l'aviation civile a été créée donc le 17 janvier 1969 à Addis Abeba. Ça a été une décision d'un chef d'État. Parce que c'est l'organe technique d'exécution de l'UA, c'est comme l'OACI avec l'ONU. Donc, c'est l'ensemble des pays, les 55 pays africains qui composent donc la CAFAC. Et ça fonctionne sur trois organes. Il y a la plénière et il y a le bureau. Le bureau, c'est-à-dire qu'il y a 5 régions en Afrique et chaque sous-région a un vice-président et ensuite le secrétariat. Le secrétariat qui est animé par un secrétaire général. Voilà comment ça fonctionne. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait concrètement, cette commission? Ça, c'est une bonne question. Sa raison d'être, c'est de stimuler le transport en Afrique. Amener les gens à se mettre ensemble pour vraiment stimuler le transport aérien. Vous savez, aujourd'hui, il y a 3 modes de transport. Le plus rapide et le plus sûr d'ailleurs, c'est l'aviation. Donc, il faut un organe pour superviser cela. C'est comme l'OACI, comme je l'ai dit, à l'échelon du mondial. En Afrique, c'est la CAFAC. Donc, c'est cette CAFAC qui a un rôle primordial. Nous verrons malheureusement le rôle qu'elle doit jouer n'est pas tout à fait à la hauteur de ce que nous attendons. C'est pas parce que ça ne joue pas son rôle, hein. Il y a un peu d'atermoiement et vous verrez pourquoi ces atermoiements. Alors aujourd'hui, 50 ans après, qu'est-ce qu'il faut retenir? 50 ans après, il faut retenir qu'il y a eu des progrès. Vraiment, il faut qu'il y ait des progrès. Vous savez, vous rappelez l'époque d'Air Afrique avec les caravelles, c'est révolu ça. Il y a eu des progrès et on s'est rendu compte que ces progrès ne sont pas assez suffisants parce qu'au jour d'aujourd'hui, en aviation, il faut se mettre ensemble pour être fort. D'ailleurs, c'est valable partout. Hein. Quand vous êtes ensemble avec une vision que vous devez déployer, il faut vraiment on aura sûrement des résultats. Hein. Donc, la progression, elle est promettante, mais le rythme n'est pas encore ce que nous voulons. C'est ça, c'est pour ça que... mais est-ce qu'il y a des propositions pour que vous arriviez à ces objectifs-là? Voilà, il y a des propositions parce que nous nous sommes rendus compte qu'à l'époque, il y avait Air Afrique. Et quand Air Afrique a opéré pendant longtemps, on n'a jamais eu d'accident d'avion, hein, parce que quand on est ensemble, on met ensemble nos moyens limités et on arrive à des résultats très importants. Donc, c'est pour ça que nos leaders ont pris conscience, on veut y arriver, en voulant accompagner donc la CAFAC
lui donner un peu plus de moyens. Au fait, le gros problème, c'est quoi? C'est les moyens financiers. Ça, il faut se dire la vérité. La FAC n'a pas encore les moyens suffisants pour implémenter tout ce qu'elle a comme projet. Et puis, il y a aussi un peu quelque part la volonté. Hein. Bon, donc, c'est pour ça qu'il y a des initiatives qu'il faut saluer. Nos chefs d'État, tout récemment, à 10, c'était en 2018, hein, on y arrivera, ont pensé à créer quelque chose pour les accompagner. Voilà. Et la décision de Yamoussoukro a été également célébrée le 14 novembre dernier, 20e anniversaire. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. D'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est que cette décision a à son sein et pourquoi on a créé cette décision. C'est toujours nos chefs d'État vraiment qu'il faut saluer leur vision pour une Afrique émergente à tous les niveaux. Donc c'était en novembre, 14 novembre, à Yamoussoukro, un pays frère, où la décision a été prise. Et là, il y a d'abord en 1988 la déclaration, ensuite en 1998 la décision, et en 2000 à Lomé, en juillet, 12 juillet 2000, à l'époque sous le leadership du père de la nation, le président Yadima, que ça s'est, qu'on a vraiment, ça a été entériné. En 1989 à Yamoussoukro, en 2000, ça a été entériné et il s'était dit qu'en 2002, ça devait être opérationnel. C'est-à-dire que tous les États avaient 2 ans pour implémenter cela. Et donc, au jour d'aujourd'hui, sur les 54 États ou 55, on n'a que 44. 44 pays seulement ont vraiment signé la décision de Yamoussoukro. Alors c'est pour ça qu'on a décidé que le 14 novembre soit une journée qu'on va célébrer la décision de Yamoussoukro. Le Togo donne toujours l'exemple. Le 14 passé, nous avons fait cette célébration. C'est-à-dire qu'il faut absolument sensibiliser les gens, montrer l'importance de cette décision et montrer vraiment la décision est incontournable. Pour l'aéronautique, c'est vraiment incontournable, c'est vraiment une décision qui est salutaire, mais il y a des atermoiements pour l'appliquer. Voilà, et 20 ans, c'est beaucoup, hein? Oui. Et, voilà. Et 44 pays se sont engagés pour la décision de Yamoussoukro. Et sur les 55. Donc ça veut dire qu'il reste 11. Qu'est-ce que vous faites pour amener ces 11 pays-là à vous emboîter le pas? Ça, c'est une excellente question, madame. Ça, vraiment, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour que les 11 arrivent? C'est des rencontres, des réunions, on montre les avantages de cette décision. Je donne un exemple qui est très important. Et dans les pays de la Terre, c'est la 5e liberté. Bon, excusez-moi, c'est un terme technique, hein, c'est-à-dire qu'un avion qui quitte, je donne un exemple, un avion qui part de Lomé pour aller à Dakar et qui passe par Abidjan, ou bien pour tout simplement au lieu de mettre le pays, on peut dire un avion qui part de A pour aller à C et qui peut être transigé par B. La 5e liberté, ça veut dire que l'avion, qu'on peut appeler Alpha, qui quitte de Lomé avec des passagers et qui passe par le point B, devait pouvoir prendre les passagers en B pour les amener en C. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Beaucoup d'atterrements, beaucoup de difficultés, beaucoup de pays existent à appliquer ça. Et l'avion arrive en B, on lui dit non, on ne peut pas prendre les passagers. Donc l'avion quitte B pour aller en C à moitié plein. Mais l'avion, qu'il soit plein de passagers ou pas, s'il est prévu de consommer 2 tonnes à l'heure, il va les consommer. Et quand un avion vole vite, il n'a pas d'argent qui rentre, il fait d'impasse technique et on débouche sur les accidents. Voilà le côté négatif de ceux qui empêchent de prendre en B. Les passagers pensent protéger leurs compagnies. C'est pas bon, c'est une erreur parce que quand la compagnie arrive, elle paie les taxes, les redevances, et ces taxes et redevances permettent de développer le système aéronautique de ce pays, les aéroports, le catering, le handling, l'assistance, tout. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire. Les réunions ne font que parler de ça. Libéralisons totalement. C'est-à-dire qu'appliquons in extenso toutes les décisions de Yamoussoukro. En tout cas au Togo, quand moi j'ai rendu compte aux plus hautes autorités, au chef de l'État, il dit allez, on ouvre. Et vous avez vu la croissance du trafic.
C'est ça, cette décision de est capitale. Il faut absolument qu'enfin les 11 États complètent. Bon, c'est vrai, il y a des problèmes. Hein. Il n'était pas 44 États. On a commencé à 32, et petit à petit, on est en train d'aller. On est à 44, on espère faire venir les autres. Hein. Oui, c'est vrai. Pour marcher ensemble, il faut qu'on ait les mêmes objectifs. Voilà. Alors, les 11 qui traînent, est-ce que vous connaissez les problèmes qu'ils ont pour ne pas vous emboîter le pas? Voilà. Ils ont des problèmes de deux ordres. Soit ils n'ont pas de compagnie nationale, ça les intéresse pas. Ou soit ils ont une petite compagnie, ils ont peur que les grandes compagnies viennent les avaler. Or, justement, vous venez dans le mi-temps. C'est justement pour éviter ça. C'est pour ça qu'on appelle ce qu'on appelle les alliances, le code sharing et les coopérations. Si moi je suis une petite compagnie, je travaille avec une grande compagnie, je vois une grande compagnie privée, je fais des alliances. Je donne un exemple. Moi, j'ai constaté quelque chose, c'est vraiment des problèmes, il faut le dire. Une fois sur un itinéraire, je ne vais pas citer le pays, je suis plus haut de ligne, hein. Je faisais cette ligne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé là-bas, on a été loué par une compagnie régionale qui avait des problèmes et qui nous a loué pour les aider. Mais j'arrive là-bas avec le pavillon de ce pays. J'arrive là-bas, je trouve une autre compagnie qui était là, qui fait le même itinéraire à la même heure avec les mêmes passagers. Bon, il y aura une compagnie qui sera pleine parce qu'elle est connue, et l'autre qui voulait aller vite. Alors que s'il y a des alliances, si moi j'arrive là-bas, je dis j'ai pas assez de passagers, je dis bon écoute, compagnie telle, je vous laisse mes passagers, vous continuez. Et moi je repars avec d'autres passagers sur un itinéraire très court, je rentabilise et vous rentabilisez, on partage ce qu'on appelle code sharing, les alliances, et on partage les bénéfices. Ou prochainement quand vous viendrez, vous n'aurez pas de passagers, moi je prendrai. Et ça se fait vous vous rendez compte que de grosses compagnies du Nord, j'appelle non les pays développés, se mettent ensemble dans des alliances pour devenir des méga compagnies. Nous en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On reste avec un ou deux avions, on crée une compagnie et on ne réussit pas. Et on ne veut pas se mettre ensemble. Dites-moi comment on peut évoluer. Franchement, moi je vous assure que je parle avec un peu la mode dans l'an parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas être continuellement à la traîne. Nous devons décider de nous mettre ensemble pour évoluer. Et c'est ça. Vous verrez dans l'unité ce que les chefs de l'État ont de faire. Voilà. Pour les voyageurs, il y a deux problèmes qui se posent. Oui. D'abord, les correspondances. Oui, voilà. C'est-à-dire, je quitte Lomé, je vais aller en Chine par exemple, je dois faire escale en Éthiopie ou passer par la France. Le temps d'attente est tellement long qu'on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. De deux, on quitte Lomé pour Yaoundé par exemple, on doit passer par la Côte d'Ivoire avant d'arriver. Et puis le temps d'attente aussi là-bas est très long. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, ça c'est encore une fois, mais vous êtes professionnel, madame. Vous savez, c'est pour ça que nous encourageons la création de compagnies pour pouvoir desservir et désenclaver nos pays. Il y a un des exemples réussis. Éthiopien avec Askai. Avec Askai, nous pouvons rallier maintenant. Je vous donne un exemple que j'ai vécu. J'étais le commandant de bord sur l'avion. Il y avait une mission de la SECNA, une réunion à Malabo, c'est en Guinée équatoriale. Nous, les billets qu'on devait prendre, il y a des billets qui passaient par Royal Maroc, 5 heures et quelques, et après 7 heures pour venir à Malabo. Il y a d'autres même qui passaient par Paris pour redescendre 6h30 et 7h30, et 8h30, 15h, 12h. Alors que le même Malabo, c'est 1h20. Et à l'époque, le DG de la Sénat, M. Youssouf, un Tchadien, m'a vu et dit est-ce que notre président serait disponible de nous aider en mettant son avion pour qu'on amène tout le monde à Lomé et qu'on aille sur Malabo 1h20. J'ai rendu compte à l'époque, et l'autorité, vous connaissez le fait, le président il a dit ok, d'accord, on a ramené tout le monde ici, on a pris l'avion 1h20 pour aller donc à Malabo. Voilà. Donc, ça veut dire que si les compagnies s'écrient et qui ont la coopération, on va réduire ça. Et il y a même le prix des billets d'avion. S'il y a plusieurs compagnies qui sont sur les itinéraires, il y a ce qu'on appelle la libre concurrence.
les compagnies étant nombreuses et étant fortes et en coopération, les prix des billets d'avion vont baisser. Ça, c'est pour encourager le voyage et les hommes d'affaires, les touristes. C'est pour ça que les initiatives qui se créent actuellement sont louables et salutaires. L'une des initiatives, c'est le MITA, le Machine de transport aérien, SATAM en anglais. Et c'est pas par hasard que le président a fait champion. Je crois qu'on va y arriver. On reviendra sur cette question un peu plus tard. Alors, aujourd'hui, avec la décision de Yamoussoukro, tout de suite, on comprend libéralisation de l'espace graduellement, progressivement, avec des services de transport aérien. On dit régulier et non régulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, régulier, par exemple, je prends un exemple comme Askai, Air Sénégal International, Air Côte d'Ivoire, Air Burkina, Seiba, Air France, tout. C'est-à-dire que c'est des compagnies qui ont je ne vais pas utiliser trop le truc, un PA, permis d'exploitation aérienne, qui permet de dire que je desserre par exemple le Togo, par exemple je prends le cas d'Air France tous les jours. Donc vous êtes obligé de venir tous les jours que vous avez des passagers ou pas. Tandis que les non réguliers, il y a la demande, et ils viennent que si vous avez, s'il y a des passagers, c'est pour les questions de rentabilité. C'est ça la différence. Voilà, et en termes de libéralisation graduelle et progressive, où en sommes-nous aujourd'hui? Bon, je peux dire qu'il y a beaucoup de progrès. Et beaucoup de progrès sont faits parce que enfin les gens commencent à comprendre que nous devons vraiment libéraliser pour offrir les possibilités aux hommes d'affaires de voyager et surtout la rentabilisation de nos compagnies qui sont créées. Donc c'est définitif, on est obligé d'aller vers cette libération complète, mais il y a toujours des atermoiements. Voilà, c'est ce que j'allais poser comme question. Quelles sont les barrières qui freinent ou qui peuvent freiner cette libéralisation en Afrique? La première barrière, c'est que, à tort ou à raison, des gens pensent que si on libéralise tout, les autres compagnies vont venir tout prendre. C'est pas vrai, je dis, continue à dire que c'est pas vrai du tout. Les compagnies qui viennent, elles paient des devances, elles paient des taxes. Et ça contribue à développer le service aérien. Deuxièmement, la libération totale permet d'inviter nos compagnies à coopérer, à se mettre en alliance. Et quand elles se mettent en alliance, elles concluent des accords de telle manière qu'aucune compagnie ne volera perdre. Vraiment, c'est le gros problème. Et naturellement, un avion qui vaut la perte qui ne remplit pas, il y a ce qu'on appelle les checks, les maintenances. La compagnie va vouloir demander, écoutez, il faut nous donner des dérogations, il faut faire ça. Et dérogation en dérogation, de boucher les dents. En tout cas, on met zéro dérogation. Parce que moi, j'ai fait l'option de zéro risque d'accident d'avion et de zéro accident. C'est vrai, aucun pays n'est à l'abri d'un accident, mais quand on met des mesures en amont, une supervision efficace, le continuous monitoring approche, c'est-à-dire une surveillance continue des opérateurs, on est en mesure de réduire ce risque. Et depuis que nous avons fait la confiance et que nous avons mis ça comme leitmotiv, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore de problème. Nous le souhaitons, nous ne voulons jamais de problème d'accident d'avion parce qu'une vie perdue, c'est définitif. Donc tout ça, c'est des conséquences induites. Il faut absolument qu'on soit ensemble. Vous verrez quand vous arrivez au MITA, vous verrez les avantages. Quels sont les avantages liés à la libéralisation de l'espace aérien par rapport à, par exemple, le Togo? Quel avantage trouve-t-il en libéralisant son espace aérien? Et quel avantage d'appartenir au marché unique du transport aérien? Voilà, le marché unique du transport aérien est ce qu'on appelle Agenda 2063 de nos leaders, de tous les présidents qui veulent ensemble aller vers des grands projets avec une vision à court et moyen long terme. Il y a ce qu'on appelle les ELECAF, la zone de libre-échange continentale. Pareil, où la première réunion s'est faite à Kigali. Et tout récemment, il y a une grande réunion à Niamey pour vraiment entériner cela. Ça pour libéraliser, faire circuler les marchandises, une zone libre où il n'y a pas trop de tracasseries. Vous savez, quand le président, pour revenir un peu, a été président de la conférence des chefs d'État de l'Afrique, de la CEDEAO,
La première action, c'est qu'il était sur le terrain pour ouvrir les frontières. C'est le problème qu'on rencontrait, c'est ça qu'on retrouve en l'air. Et immédiatement, la frontière entre le Ghana et le Togo, c'est H24, nous saluons cette action sur le terrain. Le président a vraiment une action sur le terrain. C'est ça qui a fait que ses pairs l'ont choisi pour être le champion du MITA. C'est le terme champion du MITA, c'est-à-dire champion du marché unique de transport. Parce qu'ils savent qu'il prendra son patron de pèlerin pour convaincre les autres à y adhérer. Donc le marché unique du transport aérien veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument amener nos compagnies à collaborer. Vraiment casser cette glace-là. Deuxièmement, faire en sorte que les prix des billets soient diminués pour permettre beaucoup de brassage et beaucoup de gens de voyager. Troisièmement, l'emploi des jeunes. Parce que si les compagnies sont rentables, elles sont obligées d'utiliser du personnel. Et troisièmement, l'économie d'échelle. On parle de 1,5 milliard de dollars et de 500 000 emplois. C'est trop et c'est très bien. Donc c'est ça. Alors quand le président, j'ai eu l'honneur d'être à Addis Abeba, c'était le 28 janvier 2018. Il a été fait champion par ses pairs. Et déjà en avril, il a organisé la 4e réunion du comité des ministres pour l'évolution et changement du groupe, pour l'élection d'un nouveau bureau où le ministre malien est le président de ce comité. Immédiatement, on a signé les accords multilatéraux pour amener les gens à coopérer. Et immédiatement après, il y a eu des réunions, des rencontres, et au jour d'aujourd'hui, tout le monde est convaincu que c'est ensemble qu'on va évoluer. Donc le MITA est devenu une réalité. Et je peux vous dire que quand il est arrivé, il n'y a que 21 États. Et ça, ces 21 États, c'est en 20 ans. Et entre janvier 2018 et aujourd'hui, novembre, après qu'on ait célébré les 20 ans, nous sommes à 32 États. 11 États en moins de 2 ans. 20 États en 20 ans. Voilà. Puisque vous l'avez abordé, donc je vais abonder dans le même sens que vous. Le chef de l'État a été fait donc champion. Vous dites champion, que c'est l'expression qui est choisie. Oui. Voilà. Quand on dit champion, d'une manière classique, oui, c'est parce que la personne a gagné quelque chose, parce que la personne a remporté un prix. Qu'est-ce que le chef de l'État a remporté pour qu'il soit fait champion du marché unique? Ça, c'est très bien, une très belle question. Vous savez, pour déclarer quelqu'un champion, c'est qu'il a fait une action spectaculaire ou quelque chose qui émerge. Au jour d'aujourd'hui, vous savez le Togo. Où se situe le Togo? En 2016, nous avons été l'objet d'un audit de supervision de la sécurité. Nous avons eu un taux de 85,77, premier en Afrique. Et vous pensez que c'est moi l'attaque qui a fait ça? Parce que j'ai eu un champion, le chef de l'État, qui m'a donné des instructions. Bon, pas techniques, mais j'ai soumis ce qu'il faut faire pour qu'on arrive là-bas. Et nous avons eu vraiment la chance qu'on a eu une oreille très attentive, il nous a accompagnés. Donc, les gens voient les résultats. On ne pouvait pas donner le titre de champion à quelqu'un dont les résultats ne sont vraiment pas acceptables. Voilà, il y a ça. Donc, le travail qui se fait au quotidien au Togo, sous la houlette du chef de l'État, ont contribué. Et ces pairs l'ont vu. Il a été le président, je disais, de la conférence des chefs d'État. Cette fois-ci, dans le transport terrestre, ils ont vu ce qu'il a fait. Toutes les libéralisations, la circulation, les choses, les mesures allégées. Et c'est ça qu'on veut faire en aérien. Voilà, c'est ça qui a valu ce titre de champion. Voilà. Voyons à présent l'intérêt du marché unique du transport aérien en Afrique, et c'est avec Luc Assis. Les pays africains s'engagent à promouvoir un marché unique du transport aérien en Afrique, MUTA. Un marché unique qui ouvre plusieurs perspectives de développement, d'opportunités économiques et d'intégration aux pays membres, aux compagnies aériennes et aux populations.
Une fois opérationnel, le MUTA favorisera la libéralisation complète et la liaison aérienne entre les pays du continent et la protection des consommateurs par des règles de sécurité qui seront uniformes au niveau de toutes les compagnies aériennes. L'objectif était de mieux favoriser la coopération entre les compagnies aériennes et aussi de supprimer les restrictions qui existent dans l'octroi des droits de trafic entre les différents États. Et comme vous le savez, les compagnies aériennes opèrent suivant ces droits de trafic et l'accès au marché est important pour la population. Le transport aérien en Afrique va augmenter très fortement dans les années à venir. Tous les 15 ans, le trafic aérien va doubler. Donc la mise en place d'un instrument qui permette aux compagnies de mieux coopérer entre elles et de pouvoir ouvrir de nouvelles lignes va augmenter la connectivité à l'intérieur de l'Afrique. Le MUTA, qui constitue un projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, regroupe pour l'instant 26 pays. Lancé en janvier dernier à Addis Abeba en Éthiopie, le MUTA est placé sous la houlette du chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé, désigné par ses pairs champion du marché unique du transport aérien en Afrique. So as far as the single market is concerned, if we want to build, for example, a road, en ce qui concerne le marché unique, si l'on veut construire une route, par exemple de Dakar à Abidjan, il peut prendre 3 à 4 ans pour sa réalisation. Mais nous avons déjà des routes, nous avons déjà des avions. Ce dont nous avons besoin, c'est d'ouvrir les portes de nos marchés. En ce qui concerne le revenu ou le bénéfice de l'Afrique, c'est de vite nous activer pour accéder à l'intégration et ouvrir nos marchés rapidement. Nous avons maintenant 26 pays qui ont adhéré et sont prêts à ouvrir leur marché aux autres. Lorsque le marché sera opérationnel et que les aéroports collaboreront ensemble, vous verrez que les coûts vont chuter, les fréquences vont s'élever et va créer de l'emploi. Voyager en avion n'est plus un luxe. Nous utilisons les voies aériennes au jour le jour. Si tu habites Abidjan, tu peux venir à Lomé et faire tes activités et affaires le même jour. Donner une opportunité à l'Afrique d'être accessible. Quand tu fais un voyage de Addis Abeba à Lomé, il faut que tu sois en mesure de trouver un vol le lendemain pour retourner. Ça va aider énormément le climat des affaires, la population et tout le monde. Pour les pays membres, les retombées de l'opérationnalisation du MUTA permettront à ce que leur PIB annuel passe à 1,3 milliard de dollars, avec à la clé une création de 300 000 emplois pour les jeunes et une économie tarifaire à l'échelle de 500 millions de dollars. Les compagnies aériennes pourront aussi augmenter de 75% les correspondances directes ainsi que l'ouverture de nouvelles liaisons commerciales. Ainsi, une large gamme d'offres sera à la disposition des populations qui pourront choisir les compagnies les plus sûres, les plus sécurisées et les plus modernes avec une réduction du temps de trajet. À la 4e réunion du marché unique du transport qui se tient à Lomé, le MUTA passe à une étape importante pour répondre aux attentes des populations. Cette réunion examinera donc l'état de la mise en œuvre des mesures immédiates pour assurer le fonctionnement efficace du MUTA et faciliter l'harmonisation des accords de services aériens entre les États membres du MUTA. On revient sur ce plateau, monsieur le DG. Je reviens encore sur les célébrations du 50e anniversaire de la CAFAC, couplé du 20e anniversaire de la décision de Yamoussoukro au Sénégal. Alors, en quoi ont consisté les travaux? D'abord, il y a eu le 14, le 13 et le 14. Bon, le 13, c'était donc les 50 ans de la CAFAC. Ça a constitué à réveiller les gens, à leur dire enfin qu'il faut qu'on bouge. Et ça a constitué à rappeler à la CAFAC de jouer pleinement son rôle d'organe technique de l'UA. Donc, et ça a constitué d'échanger sur la facilitation et la sûreté. Il faut absolument que la facilitation et la sûreté accompagnent toutes les actions de tous les administrateurs d'aviation civile. Donc il y avait beaucoup de monde qui était là. Et les ministres étaient invités aussi pour y assister. Notre président, notre ministre était et même elle a été désignée pour prononcer un discours en tant qu'État champion. Et sous quel signe les travaux ont été placés?
Oui, ça a été placé sur l'amélioration continue de 50 ans d'expérience pour l'amélioration continue du système de transport aérien. Donc, on veut absolument que cet élan qui est parti soit continu et soit renforcé. Au fait, c'était ça. Et maintenant vient la deuxième Yamoussoukro, où on a rappelé 44 États. Vraiment, ça fait 20 ans, ça ne bouge pas. Bon, les 11 États qui manquent, on les a invités vraiment à prendre l'engagement d'intégrer. Donc, voilà. Et puis en même temps aussi, on a fait le rappel sur le MUTA qui vient d'être créé, où on était 21 États, on est à 32. Et la ministre a apporté le message du champion pour féliciter d'abord tous les États qui ont fait cet effort d'être membres du MUTA. Et maintenant, la ministre, au nom du chef de l'État, a invité les autres États qui ne sont pas encore membres de vraiment faire le processus pour y adhérer. Il y a 8 actions à mener. Moi-même, j'ai intervenu pour demander de créer un site sur lequel on met les 8 actions qu'il faut faire, implémenter pour se faire déclarer donc État membre. Donc ça va se faire avec le secrétaire général de la CAFA. Voilà, 50 ans et 20 ans, c'est des âges importants et décisifs. Alors, de nouvelles orientations? Oui, de nouvelles orientations. La nouvelle orientation, c'est la prise de conscience absolument que nous devons être ensemble pour être forts dans le système du transport aérien. Individuellement pris, non, on va disparaître. Vous avez vu, Air Africa a disparu, c'est dommage. Beaucoup de compagnies, Ghana Airways, Nigeria Airways, disparu une à une. C'est vraiment un secteur qui demande beaucoup de sous et que nous devons être ensemble. Aujourd'hui, il y a de belles initiatives. Il y a le Sénégal International qui vient d'être créé. J'ai appris qu'il y a Ghana Airways qui va se créer. Il y a Sky ici qui bouge, qui vraiment évolue de façon exponentielle. Est-ce que quelqu'un aurait pu imaginer qu'on pouvait aller du Togo pour aller aux États-Unis 4 fois par semaine? Et et en décembre, on ira tous les jours. On a ouvert une deuxième destination qui est Houston. C'est ça, se mettre ensemble, prendre la décision d'appliquer les règles de sûreté. C'est pour ça que dans la célébration de 50 ans, on a mis l'accent sur la sûreté, la facilitation et la sécurité, pour que nos voyageurs soient à l'aise quand ils voyagent, qu'ils ne soient pas inquiets quand ils prennent un billet d'avion. Quand ils prennent un billet d'avion, c'est pour d'arriver à bon port. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les pays africains ont la même vision et les mêmes objectifs par rapport au marché unique? Bon, je dirais, je n'ai pas fait de sondage, mais quand j'écoute les gens, quand on est en réunion, je sais que tout le monde a pris conscience qu'on doit être ensemble. Et tout le monde veut y arriver. Mais comment y arriver, je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai demandé tout récemment au secrétaire exécutif, secrétaire général, de la CAFA, de créer un site sur lequel on poste les différentes actions qu'il faut mener pour arriver à 100%. Je veux dire que sur les 31 États, on a les différents taux, mais le Togo est à 100% avec beaucoup de... On a cité le Togo, le Rwanda, la sécurité. Bon. Donc, quand tu vois ce site, chacun rempli et avec un taux en face. Et nous espérons, je sais avec les institutions fermes du chef de l'État, parce qu'il continue à travailler vraiment. C'est lui qui a vraiment négocié et réussi à faire en sorte que la CAFA qui a les moyens pour que c'était en Zambie l'année passée 2018 qu'on a pu élire le nouveau secrétaire général de la CAFA qui est un Éthiopien. Donc voilà. Alors, selon les prévisions de l'OACI, le trafic passager en Afrique devrait augmenter de 4,3% par an jusqu'en 2045 et celui du fret de 3,9% par an. Alors, que pensez-vous de ces pourcentages avancés? Bon, tout récemment, ils ont trouvé encore ils ont fait notre estimation. Ils ont dit qu'en 2030, le trafic en Afrique va être doublé. Ça va être doublé, ce ne serait plus de 4, c'est vrai 4, je crois, pour le transport 3 à 9. C'était des prévisions initiales, mais aujourd'hui, ils se rendent compte que ça évolue plus vite que ce qui était prévu. Avec beaucoup de compagnies qui sont en train de pousser. Par exemple, je parle d'Askai. Aujourd'hui, Askai, on a fait déjà une première rencontre, ou bien, si vous voulez, une petite réunion d'estimation, puisqu'il faut vraiment suivre de façon régulière. Déjà, pour l'année 2019, il y a 13% d'augmentation du trafic au Togo. Vous savez que ça dépasse la 4 chose.
Voilà, donc ça, quand on inclut tout ça, on se rend compte qu'il parle que 2030, le nombre de passagers doublera. Et en plus, le trafic fret aussi va doubler. Il y a beaucoup de pays enclavés qui travaillent beaucoup plus avec l'aérien. Voilà. Donc il y a beaucoup d'espoir pour l'évolution. Il y a beaucoup d'espoir, mais au même moment, il y a des pays qui sont à la traîne. Alors, comment faire pour que, ensemble, tous les pays africains puissent atteindre ces objectifs? Voilà. Il y a 6 piliers, je ne vais pas les citer tous. L'un des piliers, c'est la sensibilisation. C'est ce que nous faisons. Le 14 novembre, on a fait une réunion avec toutes les compagnies. Si vous avez suivi l'interview, les gens ont salué cela parce qu'il y a même un représentant d'une compagnie qui a souhaité qu'à court et long terme, à très court terme, il faut que les compagnies fassent des alliances, que ces compagnies se mettent ensemble. Donc, il y a la sensibilisation, c'est l'un des piliers. Il y a le deuxième des piliers, c'est les fonds. Comment trouver les fonds? Parce que c'est un secteur qui coûte les fonds pour garantir un avion. Il faut le réviser, il faut le suivre. Et ce qui est curieux, c'est que si vous révisez un avion, vous ne prenez pas l'air, vous restez au sol. Il y a ce qu'on appelle les révisions horaires, calendaire et horaire. Calendaire, ça dit que c'est si tous les 2 ans on doit faire la révision. Si vous révisez l'avion, vous le mettez dans un hangar climatisé, je donne des trucs extrêmes, et que vous ne voulez même pas, à 2 ans après, il faut réviser cet avion. Parce que le matériel a vieilli et le point de rupture et de risque est le même que si l'avion avait volé. Donc c'est pour ça que c'est la sensibilisation, les meetings qu'on fait, les rencontres. Et c'est ça qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, on voit vraiment que les gens ont pris conscience que le nombre est en train d'augmenter. Le nombre d'États membres, quoi. Voilà. Voilà, vous l'avez effleuré un peu plus haut. Aujourd'hui, les défis majeurs sont essentiellement liés à la sécurité, à la sûreté de la navigation aérienne. Sur ces aspects, quelle est la position du Togo? Ah ça, notre position c'est qu'on ne joue pas avec la sécurité. Ça, je vous assure. Moi j'ai un adage, vous avez un avion révisé, dans les ateliers agréés par nous, un personnel compétent que nous avons agréé, qui est médicalement apte, techniquement apte. Vous prenez de l'air, vous volez et on se porte bien. Vous avez un avion qui est un peu douteux parce qu'il n'est pas passé dans les ateliers que nous avons agréés, vous restez au sol et on est content. Il n'y a pas, je vais essayer. Vous avez vu un paquet dans l'air? Quand l'avion décolle, il n'a pas quelque part où il doit se poser. Donc pour moi, avant qu'un avion prenne l'air, moi je n'ai pas hésité à clouer les avions ici. Ça, de grosses compagnies que nous avons visitées de façon inopinée, on a vu qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas, elle est claire au sol. Et quand c'est bon, on peut construire. Je suis le pilote de ligne, je ne joue pas avec ça. Ça, franchement, sur ce côté, non. Nous avons la responsabilité de vraiment garantir la sûreté, la sécurité pour tous ceux qui viennent, pas par les Togolais, tous ceux qui viennent nous visiter et toutes choses. Vous voyez la statistique au Togo, sur ce côté, on est leader. Hein. Mais c'est pas facile, on le fait tout le temps, tout le moment. Voilà. Voilà. On a parlé du transport aérien inter-État sur le continent, mais sur le plan national. Qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un qui quitte Lomé, il veut aller à Dakar, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de prendre la voiture, la route? Oui. Voilà, ça c'est une très bonne question également. C'est un projet. Nous avons un projet, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment, à une période, il y avait Air Togo. Il y avait Air Togo qui faisait des lignes. Et puis Air Togo qui marchait très bien, c'est Guiré qui s'est arrêté. C'était ça peut-être Togo, mais ce n'était pas une compagnie nationale, mais c'était un privé qui avait mis Air Togo. Et qui remplissait, il allait en France, hein, le promoteur là, il allait en France, la compagnie allait en France. Et l'avion était plein, mais la gestion qui n'a pas suivi. Et malheureusement, ça s'est arrêté. Maintenant, il y a Sky qui a le droit aérien togolais. Sky vole avec le droit aérien. C'est nos licences que nous délivrons qu'ils volent, parce que nous sommes très rigoureux. Et au jour d'aujourd'hui, je pense, avec les prévisions de modernisation de l'aéroport de Niamtourou, l'allongement, il a un projet qui est en train de mûrir, qui
qui ferait qu'il y aurait 3 liaisons vers l'intérieur. C'est-à-dire que le mercredi, le vendredi et le dimanche. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort du service le vendredi, le vol part à 19h, il peut partir. 40 minutes, vous êtes à Nimtogo. Vous passez samedi, dimanche et l'avion redécolle là-bas. Je pense qu'on redécolle le dimanche vers 20h. Et vous êtes allumé 20h30, 20h40 et lundi vous êtes au travail. Pour ceux qui sont un peu plus libres, qui veulent découvrir, peuvent partir mercredi ou qui sont en congé. Ils partent mercredi puis ils sont là. C'est un projet à long, à moyen ou à court terme? Non, bon, je pense que pas tout de suite, mais je pense que c'est dans une vision d'1 an, 2 ans que ça pourrait se faire. Et c'est une bonne chose. Et il y a le projet de réhabilitation des aérodromes secondaires, par exemple à Dapaon, Sokodé, à Tapamé, tout ça. Bon. Je pense que pour ces petits aéroports, c'est des avions de moins tonnage. Et c'est une bonne chose parce qu'on peut avoir, par exemple, des intempéries, on peut avoir des problèmes où on ne peut pas aller par route. C'était déjà arrivé une fois à Dapaon, c'était par le Buffalo, on est parti se proposer à l'aéroport Django de Dapaon et on a pris les gens. C'était aussi arrivé avec la rupture du pont à Makba. Voilà, exact, c'est ça. Où on peut pouvoir faire. C'est pour ça que c'est l'un des projets des infrastructures, vous savez, le Togo en chantier. Voilà, nous parlons du Togo. Revenons un peu sur la libéralisation de l'espace aérien. Et je vous propose maintenant ce document sur justement cette libéralisation de l'espace aérien togolais et l'entrée en vigueur de la déclaration de Yamoussoukro. Après l'adoption en 1999 de la déclaration de Yamoussoukro, les chefs d'État africains ont entériné cette décision qui a libéralisé les services de transport aérien intra-africain. Aujourd'hui, c'est chose faite et tous les États signataires de cette déclaration commémorent cette journée qui a créé des conditions favorables au développement du transport aérien en Afrique. Ici, à l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, les responsables du secteur aérien s'approprient les avantages, les objectifs et les opportunités de la dite décision. Parmi les 44 pays africains qui ont signé la déclaration de Yamoussoukro, 22 dont le Togo se sont engagés pour le marché unique de transport aérien en Afrique, ce qui a permis au Togo de créer de nouvelles opportunités d'affaires. L'entrée en vigueur de la décision de Yamoussoukro va favoriser l'accroissement du PIB dans les États signataires, le développement de l'économie, la création d'emplois et le développement de nouvelles liaisons commerciales. Malgré les avantages que présente cette déclaration, certains États peinent encore à y adhérer. On revient une fois encore sur ce plateau, monsieur le directeur général. Entre-temps, on avait cru entendre qu'il y aurait un nouvel aéroport dans la préfecture de Zio. Qu'en est-il exactement? Oui, c'est pas une idée qui est abandonnée. Je me rappelle que c'était un conseil des ministres. Et l'idée fait son petit chemin parce que l'évolution du trafic est vraiment exponentielle. Au jour d'aujourd'hui, l'aéroport de Lomé est en train les bâtiments sont autour en train d'envahir. C'est parce que je suis très vigilant. Il y a des gens qui voulaient mettre des buildings. Or, les buildings ne vont pas avec de la sécurité. On a limité la maintien de sécurité, la hauteur minimale pour qu'on n'ait pas de problème un jour. Et donc, l'idée d'une prévision d'un aéroport vers Tchévier, qui sera vraiment, je pense qu'on parle de 8000 hectares. C'est grand, hein, avec des pistes parallèles et des possibilités de faire des trucs industriels tout autour, comme à Dubaï. Non, c'est pas abandonné. Donc l'étude a été faite, c'est la Sénat qui a fait l'étude. Et puis je crois que la population a été sensibilisée, mais ça fait son chemin. Après, il faut trouver les fonds et commencer. Voilà. Et dès que ça sera réalisé, que deviendra alors l'aéroport de Lomé? Non, c'est comme si vous voyez. Lomé, pour l'aéroport de Lomé, peut être fait pour les vols africains et régionaux. Tandis que celui des choses pourrait se faire pour des vols internationaux, par exemple pour les États-Unis, la France et tout le reste. Voilà. En février 2018, l'ANAC Togo s'est lancé dans un processus de certification ISO 9001. Version 2015. Version 2015. Version 2015. Qu'est-ce que c'est? Voilà.
La certification ISO, en fait, c'est la qualité. C'est dans la qualité. Vous voyez, le client est roi, le client est maître, et le client, c'est la satisfaction du client. Qualité par rapport à quoi? Par rapport au standard. Par exemple, si quelqu'un arrive à Lomé et qu'il ne sait pas par où vous passez pour aller faire les formalités de départ, c'est pas bon. Si quelqu'un qui voyage et il veut aller au toilette, il ne sait même pas où ça se trouve, il commence à poser les questions, ça ne va pas. La sûreté, la qualité, l'organisation, la formation, le traitement des clients. Donc, nous avons été fait, on a fait l'objet de l'audit. La dernière version, c'est 2015. Il y a beaucoup de mes collègues qui sont en deuxième. Je suis le premier, l'ANAC Togo, en Afrique, à avoir la version 2015. Et on a été audité par le bureau Veritas. Ceux qui connaissent le bureau Veritas savent que ce n'est pas un bureau qui vient vous amadouiller pour vous dire ah, c'est ça. Donc, ils vous disent ce que vous êtes. Si vous méritez ou donc vous n'êtes pas. Ils ont dit qu'ils ont été surpris dans l'audit. Mais on appelle ça les écarts. 2 petits écarts mineurs. Il dit qu'ils ont audité des gens il y a 10 ans, ils reviennent, ils n'ont même pas notre niveau. C'est parce que j'ai mis un ensemble, j'ai toujours 3 visions. L'objectif à atteindre, comment je l'atteins et comment je mesure les indicateurs. Donc je connais l'objectif à atteindre. Et donc, je fais une audit interne, je me situe. Et comment je l'atteins, c'est un personnel qualifié, formé en nombre suffisant, une ligne budgétaire et matériel didactique moderne. Et comment je l'atteins, je trace une courbe en abscisse et en ordonnée. Et je mesure. Est-ce que je suis en train d'aller vers les atteintes? Ils sont venus trouver comment on a organisé, comment on travaille. Ils ont trouvé ça impeccable. Ils sont revenus au follow-up, c'est-à-dire le suivi. Ils sont venus il y a de cela 2 mois. Cette fois-ci, ils n'ont rien trouvé comme écart. Ça, c'est rare, ça. Voilà. Vu tout ce que vous venez de dire sur ce plateau, le Togo fait des efforts quand même en matière de transport aérien. Alors, quelle est sa part dans l'économie nationale? Oh, mais ça, il faut demander à nos financiers. On a souvent des trucs de l'OTR, de tout le monde. D'abord, commençons par le personnel. Les jeunes. À l'ANAC, c'est rien que des jeunes. À la salle, c'est rien que des jeunes. Oui, à l'aéroport qu'on a recruté dans les universités qu'on a formés. Nous les avons formés d'abord à l'IAMAC à Niamey, à l'ENAC à Paris et à Miami, à Oklahoma City. C'est vous qui les formez ou bien ils se forment et ils viennent? Non. Si vous voulez qu'ils se forment pour venir chez vous, n'aurez personne. Ça, c'est pas possible. Parce que la formation, mais elle est très, très, très chère. C'est nous qui la recrutons. Nous ciblons le prérequis et nous les formons. Et au jour d'aujourd'hui, c'est l'une des administrations où il y a le plus de jeunes. Je pourrais vous dire, il y a déjà un jeune. Ça, quand les auditeurs sont venus, ils n'en revenaient pas. Qu'on a recruté qui est déjà un inspecteur et qui partirait en retraite qu'en 2054. C'est pas déjà qualifié. Vous voyez tout le temps. Ils sont nombreux, rien que des jeunes. Et ça rentre un peu dans le PND. C'est de recruter des jeunes dans un premier temps. Notre PND, c'est quoi? D'être leader. Ça, c'est le PND de la NAC. Alors, être leader, ça dit, la première matière, c'est de trouver les jeunes, recruter les jeunes compétents. Deuxième matière, les former pour que, du coup, on réduise le chômage et pour que cette chose. Et la troisième partie, c'est qu'ils vont servir pour les autres. Au jour d'aujourd'hui, le Togo est sollicité partout pour former à porte. C'est l'OACI qui nous écrit pour nous solliciter pour aller accompagner. Il y a l'OACI, il y a ce qu'on appelle la FICIAIS, c'est l'une des prérogatives de la CAFAC, qui a pour le rôle de prendre les États qui sont avancés pour aider les autres États. Et puis le président de l'OACI, Dr Aliou, qui a créé un concept que tout le monde a dit, no country left behind. Personne, ne laissez jamais personne en train. Au jour d'aujourd'hui, mes inspecteurs sont un peu partout. Ils sont sollicités, ils vont pour aider les autres. Alors qu'avant, on était assistés, on venait nous assister. Maintenant, c'est nous qui assistons les autres. Donc, c'est question d'un planning, c'est un PND et qu'on déploie. Si je vous cite les États où on ne reviendra pas, il y en a plein. Alors, donc, ça veut dire que vous avez votre part dans la contribution, votre part de contribution à la réalisation de ce PND-là. Absolument. Beaucoup, même au-delà de la frontière du Togo, c'est ce que je dis. Au jour d'aujourd'hui, nous assistons même les États de l'Afrique. Je dis de l'Afrique, pas de l'Afrique de l'Ouest. On a dépassé ce cadre-là.
Si je vous montre les états qu'on a vus, vous n'en reviendrez pas. Hein. Donc c'est ça. Le PMD, c'est quoi? C'est une vision. Amener des gens à être formés, à évoluer, et puis améliorer la situation des gens, et puis permettre aux gens d'évoluer, et puis voilà, réduire le chômage. Et voilà, c'est ça. Alors, et comment vous voyez le transport aérien au Togo d'ici 10-20 ans? Je suis un homme très confiant et optimiste. Je sais que c'est en train d'évoluer. Ça évolue très positivement. Et au jour d'aujourd'hui, il faut voir. Je disais que qui aurait pu penser que du Togo on ira aux États-Unis 4 fois par an. Ça n'a pas été fortuit. Ne va pas aux États-Unis, celui qui vient, il y a des critères à remplir. Nous les avons remplis. On a été audité, on est sorti premier en Afrique. Et au jour d'aujourd'hui, mon objectif c'est de ne jamais reculer, d'aller toujours. Et tout le monde travaille, hein. Les autres arrivent, si vous ne travaillez pas, vous reculez. Donc, et nous avons la chance d'avoir des autorités qui nous comprennent bien. Quand on soumet, on a une erreur attentive qui nous accompagne. Alors, monsieur le DG, on parle aussi de la zone de libre-échange continentale. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est encore l'agenda 2063 de nos chefs d'État. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'il y ait de la circulation de tout en matière de commerce. Par exemple, si tu peux quitter par l'Afrique de l'Ouest, aller en Afrique centrale sans avoir de problème. D'ailleurs, ça a été lancé par le président Kagame, qui était à l'époque président en exercice de l'UA. Et tout récemment, ça a Niamey que ça a été vraiment définitivement lancé. Il y avait beaucoup de chefs d'État. Et ça, le Togo a déjà son CERECAF dans la production. Il faut pouvoir produire et il faut pouvoir vendre, il faut pouvoir avoir la circulation. D'ailleurs, ça avait commencé, le chef d'État était en avance quand il était président de la conférence des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, où il a circulé sur les frontières pour demander de les libérer, d'ouvrir. On ne pourra rien faire si on continue à mettre des barrières, des taxes, des choses. On ne peut pas vendre. Vous produisez, vous voulez aller vendre, et celui qui importe, ce qu'on importe est moins cher que ce qu'on produit. Ce n'est pas possible, c'est parce qu'il y a trop de taxes. Donc, le MITA, les machines uniques d'identification, c'est la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale, et il y a l'agenda unique pour l'Afrique. Bon, mais je pense qu'il y a des idées qui disent qu'il faut d'abord faire des agendas par région et ensuite faire un agenda africain. Et c'est les objectifs 2063. Voilà. Pour finir, monsieur le DG, qu'est-ce que vous allez faire? Quel message pour que tous les pays africains puissent adhérer vraiment au marché unique du transport aérien? Ah oui, voilà. D'abord, j'ai la chance d'avoir un champion qui vraiment, par tous les moyens, est en train de pousser ça. Et tout le monde salue vraiment l'arrivée des chefs d'État togolais comme champion. Et nous, de notre côté, on est en train de pousser les choses. Nous sommes en train d'inviter, tout récemment, j'ai été intervenu, j'ai dit au secrétaire général de jouer son rôle d'organe d'exécution technique de l'UA. Donc j'ai demandé de créer carrément un website sur lequel on met les 8 conditions pour être membre reconnu à 100% du MITA. Donc c'est ce qui a été fait. Et nous sommes partis de 21 États. En moins de 2 ans, on a eu la moitié de ce qui était avant. De 21 États, on est à 32 États, 11 États supplémentaires. Et ça continue. Actuellement, il y a 5 États qui m'ont promis qu'ils vont rentrer. Parce que d'autres veulent rentrer, mais ne savent pas comment faire. C'est ça. C'est pourquoi je dis qu'ils n'ont pas mis une vision. Maintenant, c'est clair. Et le chef d'État continue à avoir des contacts. Il appelle les gens. Il y a aussi les financements. Il y a certains États qui veulent, mais qui ont un taux de surveillance de la sécurité très faible. Il faut avoir un minimum de 60%. Voilà, donc c'est une action de tous les jours qu'on ne cessera jamais de faire. Et j'ai très confiance au chef de l'État et nous, en tant que techniciens, nous contactons nos collègues techniciens. Voilà, merci monsieur le directeur général de l'ANAC et de la SALT pour toutes ces explications. Je vous en prie, c'est avec un grand plaisir. C'est la fin de cette émission. Merci de votre bienveillante attention et à dimanche prochain.